Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Atelier Histoire. Aujourd'hui, l'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en France au XIXe siècle. Dans la deuxième moitié, notamment du XIXe siècle, la société française connaît des mutations profondes qui sont liées à l'industrialisation et à l'urbanisation. Nous pouvons donc poser en problématique comment l'industrialisation a-t-elle abouti à des facteurs de transformation de la société française. Grand 1 d'abord, des transformations économiques majeures dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Petit 1, l'accélération de l'industrialisation. D'abord, posons le terme industrialisation. C'est le fait que les secteurs de l'industrie pèsent de plus en plus d'importance dans la richesse du pays. Cette industrialisation est née au Royaume-Uni à la fin du XVIIIe siècle, puisque ce pays a connu un certain nombre d'innovations qui l'ont fait entrer dans ce que l'on appelle parfois encore la révolution industrielle. Alors aujourd'hui on dit un petit peu plus âge industriel que révolution vraiment industrielle, et ces innovations sont liées à la naissance de la machine à vapeur qui a modifié, qui a transformé les modes de production. Je donne quelques exemples. La mécanisation du secteur industriel, du fait de la machine à vapeur, comme par exemple le secteur textile, comme le secteur sidérurgique, vont modifier bien entendu le travail des ouvriers. Et du fait du financement très conséquent de ces innovations, parce que pour équiper une usine en machine à vapeur, en mécanisation de la production, il faut des sommes extrêmement importantes, la production devient alors de plus en plus concentrée entre les mains des industriels. Ceci dit, précisons tout de suite que le petit atelier quasiment en périphérie de ville ou à la campagne, petit atelier industriel, continue à subsister. C'est vraiment qu'après qu'il va disparaître. Ces transformations ont plusieurs conséquences. Tout d'abord, le rythme de développement en Europe est différencié, puisque l'Europe de l'Ouest s'industrialise beaucoup plus vite que l'Europe de l'Est. Alors c'est important à comprendre, même si on est juste ici à l'échelle de la France, c'est quand même important à comprendre parce qu'on va voir que la France fait des partenariats économiques dans l'Ouest et beaucoup moins bien sûr dans l'Est. De nouvelles méthodes sont appliquées à cette production qui a pour conséquence également l'apparition d'usines de plus en plus grandes et la concentration d'ouvriers sur un même site. Du coup, le travail indépendant dont je parlais tout à l'heure recule et on assiste à un essor du salariat. Petit 2, la politique économique volontariste du Second Empire. Je rappelle juste les dates du Second Empire qu'on a vues dans une leçon précédente, 1852-1870. N'oublions pas que Napoléon III s'inspire du saint-simonisme pour mettre en place une politique économique dynamique et volontaire. De même, il va signer avec l'Angleterre un traité de libre-échange en 1860 qui a pour but de stimuler la croissance économique par l'importance des exportations. Et donc, en mettant en avant le libéralisme économique, c'est-à-dire la doctrine économique, qui deviendra d'ailleurs politique, et qui a pour objectif la liberté d'entreprendre et la liberté de commerce, on aboutit à une modernisation rapide du pays. Ainsi, la structure économique se modifie peu à peu, avec notamment, alors phénomène vraiment majeur, l'apparition des sociétés par action, notamment d'un statut juridique qu'on appelle les sociétés anonymes, c'est-à-dire des sociétés dont le capital, l'argent qu'il faut pour faire de la production, est divisé en différentes actions, ce qui fait que Paris devient une place boursière internationale. Le régime, on le comprend,
à favoriser le secteur bancaire par la création de la Société Générale ou du Crédit Lyonnais, par exemple. Plus largement, les grands industriels, à l'image des frères Pereire, sont favorisés par le régime impérial de Napoléon III. Toujours dans cette optique de modernisation du pays, Napoléon III va mener, en tout cas ses ingénieurs, vont mener une politique de grands travaux. Cette politique porte essentiellement sur les transports et sur les grands travaux d'urbanisme. Commençons d'abord par les transports. Peu à peu, on assiste à un essor des moyens de transport, notamment du chemin de fer. Encouragé par l'État, le total du kilométrage de voies ferrées passe de 3600 km en 1852, d'ailleurs essentiellement centré sur Paris et le bassin parisien, à 23 000 en 1870. L'exploitation du réseau ferroviaire est confiée à de grandes compagnies, telles que la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qu'on appelle PLM, qui est créée en 1857. De même, d'ailleurs, le total du réseau routier double entre ces deux dates. Les grands travaux maintenant urbains. En effet, durant la même période de ce Second Empire, les villes françaises connaissent une forte croissance. Cette croissance est alimentée par le début de l'exode rural, puisque la mécanisation des campagnes va libérer des bras qui viennent chercher du travail en ville pour s'engager dans l'industrie. Et donc, pour tenir compte de cette forte croissance urbaine, de grands travaux, de grands projets urbains se multiplient. Ils ont plusieurs objectifs. D'abord, favoriser le trafic, fluidifier le trafic. Ensuite, intégrer les nouvelles activités telles que les usines dans les villes. Et enfin, respecter des mesures d'hygiène, c'est ce qu'on appelle le courant hygiéniste. L'exemple le plus parlant, le plus symbolique de la transformation des villes est celui de la transformation de Paris qui est confié par Napoléon III au baron Haussmann. D'ailleurs, on va parler d'une haussmannisation des villes, grands travaux, haussmannisation qui va toucher des villes comme Bordeaux ou Lyon par exemple. Grand 2, les changements sociaux. Tout d'abord, petit 1, l'importance du monde rural. Il ne faut pas l'oublier, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la population française est majoritairement rurale. C'est à ce moment-là que les campagnes connaissent un certain âge d'or, car elles bénéficient d'une croissance à la fois économique, c'est-à-dire celle de la production, et démographique, celle de la population, importante. Des techniques agricoles et agraires connaissent alors une importante modernisation. Cela passe par exemple par l'utilisation d'engrais naturels puis d'engrais chimiques. Cela passe également par la mécanisation des techniques de production, notamment l'apparition ou la généralisation plutôt de moissonneuses-batteuses. Et puis, une partie des terres insalubres sont mises en culture sous le Second Empire. De même, la construction du chemin de fer va participer au désenclavement des espaces ruraux dans les campagnes et va modifier d'ailleurs les cultures dans le sens d'une plus grande spécialisation des cultures vouées à l'exportation. L'ensemble de ces transformations aboutit à un exode rural, d'abord modéré, puis qui s'accélère peu à peu. Cet exode rural, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nourrit la masse des ouvriers des usines. Petit 2, bourgeois et ouvriers. Les transformations radicales liées à l'industrialisation font apparaître deux classes sociales antagonistes, la bourgeoisie d'affaires et le monde ouvrier. D'abord, la bourgeoisie. La bourgeoisie est marquée par une très grande hétérogénéité. En effet, le développement industriel et commercial a donné naissance à la nouvelle classe sociale de la bourgeoisie d'affaires. Même si le rôle de la noblesse reste important jusqu'en 1914, la haute bourgeoisie devient la nouvelle élite sociale. Celle-ci s'enrichit grâce à l'industrie, grâce
au négoce, grâce également à la banque. Et on le sait, la haute bourgeoisie à cette époque-là possède une forte influence de par la possession des moyens de production et de par le patrimoine qu'elle possède. On voit apparaître ainsi de grandes dynasties d'entrepreneurs, on a déjà parlé des frères Pereire par exemple. Mais c'est une classe sociale qui reste hétérogène. On peut distinguer la haute bourgeoisie, très aisée, de la petite bourgeoisie, la bourgeoisie des villes de province, dont le train de vie est plus modeste. Autre nouvelle classe sociale, celle des ouvriers. Celle-ci est constituée de deux ensembles, les ouvriers qualifiés et les ouvriers spécialisés. Alors on appelle les OS, les ouvriers spécialisés, des ouvriers sans qualification. C'est ce qu'on commence à appeler le prolétariat. Ce dernier ensemble est vraiment caractéristique du nouvel âge industriel où les ouvriers vivent dans des conditions précaires. Mais malgré cette hétérogénéité, le monde ouvrier commence à prendre conscience qu'il appartient à la même classe sociale et qu'il doit agir pour améliorer ses conditions de vie et de travail. D'où le petit 3, la question sociale devient une question politique. Alors la question sociale, c'est la question qui dénonce les conditions de vie et de travail des ouvriers. Celle-ci devient rapidement politique. Il faut dire quand même que Napoléon III s'intéresse depuis longtemps à ces questions sociales, puisqu'il est l'auteur d'un ouvrage, L'extinction du paupérisme, vous voyez quand même le titre très parlant, dès 1844. Il va accorder la loi du 25 mai 1864 qui autorise la grève dans le milieu ouvrier. Pourtant, il faut nuancer encore dans cette deuxième moitié du 19e siècle, pourtant, les politiques ne parviennent pas vraiment à pacifier les conflits sociaux qui sont alors de plus en plus violents, comme le montrent notamment les vagues de grève de 1869 et 1870. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucun cours, vidéo d'entraînement, vidéo de méthode. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour poser des questions s'il y a encore des choses qui vous paraissent ombrageuses et également pour dire tout ce que vous souhaitez.